de hockey de Utah. Félix sera là pour la description des deux rencontres. Ça va bien? Ça va bien, merci. Génial. On va mettre la table tout de suite, parler un petit peu de cette deuxième rencontre. Et quand on parle de Calgary, qui ont connu comme un début de saison en deux temps, mais on regarde quand même toujours Huberdeau. Oui. Comment est-il cette année? Est-ce qu'il a retrouvé ses repères? Bien, c'est un bon départ pour lui, surtout dans les deux premiers matchs. Il est allé chercher beaucoup de points dans les deux premiers matchs. Et là, dernièrement, peut-être à l'image de l'équipe, peut-être un peu plus au ralenti. Mais au-delà de ça, et j'ai vu quelques matchs des Flames à la télévision, je trouve que Huberdeau joue avec conviction, avec ardeur et avec confiance, puis on le voit dans son jeu. Alors, j'ai parlé il y a quelques semaines à Mackenzie Weegar, le défenseur des Flames, qui me parlait justement de ce qu'a traversé Huberdeau depuis son arrivée à Calgary. Mentally, he seemed, clear. He seems like he's going to have a big year, and I believe he does. I still think he's that same Jonathan Huberdeau that, I saw a glimpse of in Calgary, and especially, obviously, that season that he had in Florida. So it's still in him. I try to remind him every day that, he's a great player. C'est un bon joueur. Oui. C'est juste que la transition entre la Floride et Calgary ne s'est pas faite doucement, ou en tout cas pour que lui retrouve un petit peu ses repères. Il y a des ajustements à faire, mais Weegar est aux premières loges. Ils sont habillés, ces deux-là. Oui, et tu fais bien de le dire. Ils ont joué ensemble avec les Panthers de la Floride, ont été échangés de la Floride à Calgary ensemble. Et maintenant, avec les Flames, sont deux bons amis. Puis, dans l'entretien, Mackenzie Weegar reconnaissait l'an passé que souvent, il a amené Huberdeau au restaurant, se changer les idées. Il me disait qu'Huberdeau a un simulateur de golf chez lui. Ah. Ça lui permet de changer les idées. C'est bon, mais, et vous allez l'entendre, Mackenzie Weegar trouve également que les médias ont eu un rôle à jouer également sur l'aspect négatif au sujet d'Huberdeau. Écoutez bien. There doesn't really need to be this whole spectacle really about it all. I think a lot of it has to do with, the media and, their storylines. For me, he's just, a good buddy of mine that's a great hockey player and who wants to be that great hockey player again that I know he can be. So it's pretty easy, to help him out. I don't know if he really needs a lot of help. I think it's created by a lot of media. Alors, voilà qui est dit. Moi, je pensais que ça valait la peine d'en parler. D'Huberdeau, l'an passé et l'année d'avant, tu te souviens, c'était négatif. On en parlait beaucoup. Oui. Ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai bien hâte de le voir ce soir contre Utah. Et comme dit Mackenzie Weegar, on y a beaucoup cassé de sucre sur le dos parce qu'on s'attendait tellement à un impact instantané. Comme on s'attend à des transactions, quand le joueur arrive, Pierre-Luc Dubois en est un, par exemple, on s'attend tellement à ce qu'il y ait un impact instantané que quand c'est plus long, les médias, on est bon pour s'acharner sur leur cas. Mais c'est bien que tu nous arrives en parlant positif. Ça me fait plaisir. Bravo. Merci. Mais je vais faire réagir Éric et Michel là-dessus. Est-ce que vous trouvez que cette année, il a trouvé sa chaise, Jonathan Huberdeau? Oui, je pense que oui. Écoute, lui, il sait qu'il faisait face à la critique. Il s'est entraîné fort. Je l'ai vu l'été passé au Mirage. Là, il jouait au golf de bonheur, mais il allait immédiatement s'entraîner après. Donc, je pense qu'il a pris des bonnes décisions. Bien, écoute, c'est sûr que pour lui, non seulement personnellement, ses statistiques, c'était beaucoup plus difficile. Mais là, tu sais, veux pas, c'est un Matthew Tkachuk qui était là. Matthew Tkachuk arrive en Floride, on connaît l'impact, gagne une Coupe Stanley. Donc, pour lui, là, veux pas, ton ego, c'est pas évident. Donc, il devait mettre ça de côté, repartir à neuf. Et là, on le fait juste un troisième trio. Moi, je pense que c'est peut-être la meilleure des choses pour peut-être l'aider à relancer là, sa carrière. On va le retrouver ce soir avec Sharangovich et Andrei Kuzmenko. Quant à son temps d'utilisation, je regardais, là, chers collègues, c'est sensiblement la même chose. À une vingtaine de secondes près, Huberdeau a le même temps d'utilisation. Alors, c'est vraiment au niveau de la confiance, mais je pense également de le faire jouer sur le troisième trio. Fiche un bon point. Un peu moins les projecteurs tournés vers lui. Peut-être que ça va mieux entre les deux oreilles, tout simplement. On va le voir en action ce soir. Après notre match, on ira directement du côté de Utah pour cette rencontre entre les Flames et le club de hockey Utah. Merci, Félix. À tantôt. Bon match. On prend une courte pause et au retour, on met la table pour notre première rencontre donc qui s'est déroulée très rapidement. Pas beaucoup d'arrêts de jeu dans cette période-là. Ça fly. Ça fly. Il y a eu un but, mais un but qu'on n'a pas accordé parce qu'on avait dérangé le gardien. On le savait, on te l'avait dit. Je sais, tu me l'avais dit, mais me questionnais quand même sur le fait qu'on l'avait laissé dans l'enclave. On le sait, mais on le sait plus. En tout cas. Mais on n'a pas accepté le but. Mais revenons, parce que d'entrée de jeu, on parlait pourquoi les Islanders avaient de la difficulté à marquer des buts cette année, et tu as des exemples flagrants juste en 20 minutes. Oui, puis tu sais, c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes à l'attaque des Islanders. Puis tu sais, quand ça va mal, puis Patrick parlait aussi d'une question de confiance, oui, c'est vrai, mais regardez, on a des retours devant le filet, mais on n'a jamais personne vraiment pour non seulement obstruer la vue du gardien de but, mais ensuite de ça, s'occuper des rondelles. Mais encore une fois, les retours vont être là, mais les joueurs doivent être en mesure de gagner
la bagarre territoriale. On voit encore ici 3 retours de lancer directement dans l'enclave. On n'est jamais en mesure de récupérer. L'autre chose aussi, Élie, simplifier les jeux. Regardez encore, on tente un jeu compliqué au lieu de mettre une rondelle au filet puis peut-être justement aller pour ces deuxièmes chances-là. La meilleure chance, vous voyez ici, c'était tout un arrêt du gardien de but. Ça, c'était la meilleure chance. Quand on parle de niveau de confiance, on voit que les joueurs, on a de la difficulté à acheter des buts. C'était la même chose dans le match précédent contre les Ducks d'Anaheim. Mais là, quand tu mets ça ensemble, on est 30e dans la Ligue au niveau des buts marqués. On a encore un des pires avantages numériques. C'est pas évident et on peut voir la frustration aussi des joueurs des Islanders. Dans ce temps-là, tenter de revenir un peu à la base, mais on doit absolument gagner cette bataille-là devant le filet pour avoir nos deuxièmes chances de marquer. Donc, on a de la difficulté à marquer, mais heureusement, en tout cas, dans cette période-là, Varlamov est là, il a fait le travail. Il a fait le travail. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier Varlamov. Bon, il ne rajeunit pas, mais c'est un gars quand même, ça fait plusieurs années, qui est en mesure de, je te dirais, un des très bons gardiens de but auxiliaires à travers la Ligue. L'année passée, quand on regarde ses chiffres, il y avait des meilleurs stats que son numéro 1, qui est Sorokin. Et là, en début d'année, on l'a fait jouer quand même quelques rencontres parce que Sorokin était blessé. Sorokin est revenu, il joue à la hauteur des attentes. Et là, Varlamov, moi, je pense que dans un rôle d'un gars qui peut jouer peut-être 25-30 matchs, c'est parfait pour lui. Tu sais, on parle beaucoup de duo de gardiens aujourd'hui dans le nouveau hockey. Les Islanders ont un très, très bon duo. Et en première période, on voit pourquoi. Là, parce que l'UTT de ses prouesses, c'est peut-être 1-2-0 les Blue Jackets. Et on voit que les Islanders, là, on est encore chancelant. On a perdu contre les Ducks. On n'est pas capable d'acheter un but. Au moins, on a notre gardien là, qui nous tient dedans. À suivre en deuxième période. Merci, Éric. Il y a 6 matchs ce soir dans la LNH. Il y en a un qui est en cours entre les Jets et les Red Wings. On va aller retrouver Renaud Lavoie pour faire le tour de quelques nouvelles au travers la Ligue. Renaud, en direct de Washington, salut. Ça va bien, Elisabeth, oui? Ça va super bien, merci. Excellent. Et ça va bien aussi peut-être pour les Oilers, dans le sens que, dans le cas de Connor McDavid, ça reste une mauvaise nouvelle de perdre le capitaine, mais c'est peut-être moins pire que l'on aurait pensé. Oh que oui, parce que cette blessure-là à la cheville gauche, souvent lorsqu'un joueur se retrouve dans la même situation que Connor McDavid, Elisabeth, on parle d'une entorse sévère à la cheville. Et c'est pour ça qu'on a vraiment eu peur du côté des Oilers, parce qu'une entorse sévère à la cheville, c'est une absence qui peut aller jusqu'à 2 mois. Parlez-en à Raphaël Harvey-Pinard, entre autres, chez les Canadiens, qui l'avaient vécu la saison dernière. Donc, c'est le genre de blessure que les joueurs de hockey tentent d'éviter, parce que même quand on revient au jeu, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile. Donc, on parle dans son cas maintenant d'une absence de 2 à 3 semaines. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. C'est dommage que Connor McDavid doit rater, par contre, 2 à 3 semaines d'activité, surtout que son équipe en arrache présentement. Mais au-delà de tout ça, ça permet quand même aux Oilers de se dire, bon, on a 2 à 3 semaines, puis après ça, peut-être qu'on va pouvoir respirer un peu plus lorsque Connor va arriver, va revenir dans la formation. Alors, plus de peur que de mal avec Connor McDavid. Bonne nouvelle. Revenons sur le Kraken, non pas pour la dégelée qu'ils ont imposée aux Canadiens hier, mais on ne veut plus en parler, on l'oublie. C'est aux poubelles, ce match-là, hein, Renaud? Mais plutôt parce que, pas le choix. Il y auront plusieurs joueurs qui seront disponibles à la date limite des transactions? Bien, on parle beaucoup de Yanni Gourde. Hein? On veut savoir du côté du Kraken, est-ce qu'on le garde? On ne le garde pas, Yanni Gourde, parce qu'il devient joueur autonome sans compensation, lui, le 1er juillet. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir attendre probablement après les fêtes, avant que les négociations débutent. S'il y a négociation, quand on regarde le capitaine Eberle du Kraken, Jordan Eberle lui a signé un contrat au mois de mars, donc tout juste avant la date limite des transactions l'an dernier. Mais au-delà de Yanni Gourde, je veux te parler de Brendan Tanev. Pourquoi je veux parler de lui, Elisabeth? Parce que on parle beaucoup présentement de plusieurs équipes dans la Ligue nationale de hockey qui sont à la recherche d'attaquants de caractère. Des gars qui sont capables de jouer en désavantage numérique aussi. Brendan Tanev, c'est 3 500 000 $ et lui deviendra aussi joueur autonome sans compensation le 1er juillet. C'est un joueur qui attire déjà l'attention. Je pense qu'il y a des équipes qui tentent de soutirer du Kraken, mais je pense que ça pourrait prendre quand même un peu de temps avant que cette transaction-là ait lieu. Un autre, William Borgen. Beaucoup moins connu, 2 700 000 $, mais c'est un gros défenseur droitier, Elisabeth.
Lui aussi, joueur autonome sans compensation. Le genre de défenseur que bien des équipes veulent avoir parce que c'est un gars qui est dur, qui prend beaucoup de place sur une patinoire, le genre de gars qui est construit pour les séries éliminatoires. Donc, regardez ces deux noms-là, évidemment avec Yanni Gourde, 3 noms importants à surveiller d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Oui. En terminant, un mot sur Équipe Canada. Est-ce qu'on aura de la difficulté à sélectionner un bon gardien, Renaud? Ça va vraiment mal. Mais c'est décourageant, Elisabeth. On a grandi, toi et moi, avec des gardiens québécois qui, Martin Brodeur, Patrick Roy et j'en passe, qui dominaient. Là, on regarde la fiche. Là. Quand on parle de Marc-André Fleury, c'est 3 matchs depuis le début de la saison, mais c'est quand même lui le meilleur gardien de but de la Ligue nationale chez les Canadiens. La liste des gardiens qui en arrachent est longue. Si on doit choisir là d'ici le 10 décembre l'équipe canadienne, on doit arriver avec la formation. Choisis qui quand tu vois cette formation-là? Renaud, toi, en ce moment? Ça, c'est une excellente question, mais honnêtement, sais-tu quoi, Elisabeth? J'aurais même pas peur d'amener Marc-André Fleury dans cette équipe-là, tellement je suis convaincu, 1, que ça serait bon pour l'équipe, puis 2, tu sais jamais. Présentement, c'est lui le meilleur gardien canadien. Pourquoi pas? Pourquoi pas amener de l'expérience? Il saura également amuser ses coéquipiers. Là-bas, on le connaît. Exactement. Mettra une bûche dans le foyer, Renaud. Pas de problème, Elisabeth, on fait ça tantôt. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Au retour.